Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Amandine Chéniaud est une chef française reconnue pour sa cuisine élégante, généreuse et résolument végétale. Après avoir travaillé dans plusieurs des restaurants les plus prestigieux de Paris et de Londres, elle ouvre Pouliche, son premier restaurant à Paris en 2018, suivi d'un café typiquement parisien au cœur de Montmartre et plus récemment Sauge, un élégant établissement dans la campagne normande au cœur du Perche. À travers ses projets culinaires, elle exprime une vision libre et sensible de la gastronomie alliant respect des ingrédients, créativité et surtout authenticité. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, comment décrirais-tu ta cuisine en 3 mots ? Alors, en 3 mots, c'est difficile. Ça peut être 5 ou 10 si t'es... Mais je pense si que c'est une des questions... Je sais, c'est très dur. Oui, exactement. Qui est une des plus compliquées à répondre et pour tous les chefs. C'est vrai. Je pense que c'est une cuisine qui est assez lisible. Enfin, tu vois, qui n'est pas hyper intellectualisée, qui n'est pas hyper compliquée dans ce sens-là. Brute. Donc, une certaine forme de simplicité. Mmh. Je pense que c'est une cuisine qui est plutôt légère, qui n'est pas saturée. Voilà, après, tu peux aller sur plein de domaines. Fleurie si on veut. Il y a beaucoup de végétal. C'est vrai que j'utilise beaucoup les herbes. Moi, j'aime les herbes, tu vois, plutôt qu'utiliser des épices. Je trouve que dans le végétal, il y a des palettes hyper intéressantes. Et puis, cette forme de fraîcheur qui, je trouve, moi, me parle plus en tout cas que des épices, par exemple. Mmh. Et du coup, ça parle aussi à tes clients parce que à Sauge, je te vois beaucoup sur les réseaux et tu as un potager. Ouais, ça, c'est la grande nouveauté. Moi, j'aime bien parce que tu es souvent allongée dans la nature ou tu es souvent dans la nature. Ouais. Et ça fait du bien parce que c'est aussi ton univers, finalement. Ouais, c'est complètement mes racines, c'est ce qui me manque vraiment. Et là, je suis hyper contente d'avoir démarré ce potager au printemps là, de cette année. Qu'est-ce qu'on récolte là prochainement ? Là, toujours beaucoup d'herbes. Hein. C'est vrai qu'on a du persil, de la coriandre. Il y a de la coriandre qui repousse. Là. En fait, les plants de cet été sont montés en graines. Là, les graines sont tombées et sont en train de repartir. Donc... on a des petites pousses de coriandre, on a pas mal d'herbes, du shiso magnifique. Les dernières tomates, parce que là, dès qu'on passe en dessous de 5 degrés, les plants de tomates n'aiment pas ça. J'avais encore quelques petites courgettes la semaine dernière. Et là, tu vas avoir tous tes courges ou pas ? Oui, ça, j'ai déjà arraché parce que ça commençait à... Enfin, ça m'enquiquinait pour passer au tour. Donc, au bout d'un moment, j'étais bon, allez, hop, ça va plus grandir beaucoup plus. Maintenant, on enlève tout. Ouais, les courges sont déjà récoltées et déjà en train de trôner fièrement devant le restaurant. Et c'est toi qui te charges de ça, de récolter ? Ouais. Tu fais tout de A à Z. En fait, disons que c'est la première année que je fais ça, donc c'est un petit peu expérimental. Et puis, donc, c'était pas très structuré. Je pouvais pas vraiment me dire, OK, il me faut quelqu'un pour faire ça du lundi au jeudi, telle heure, tu vois. Donc, j'ai un peu démarré ça avec mes petits moyens, donc ça veut dire mes 2 bras. Et puis, en testant un peu des choses. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi, tu vois, passer du temps là-bas, être vraiment les mains dans la terre. Je trouve que ça me détend, c'est un peu un moment où tu oublies un peu les aléas du service ou quoi. Et puis, je trouve ça magique, quoi. Tu vois, le matin ou entre 2 services, d'aller ramasser ton mourou des oiseaux, tes bleuets, tes cosmos et tout. Je trouve ça assez génial comme sensation. C'est hyper cohérent, du coup, avec... Ouais. Parce que c'est toi c'est avec hyper toi-même. Inspirant. Je trouve que c'est des moments hyper sereins. Très précieux. Donc, dans ce milieu-là, se ressourcer, ça fait du bien. Ouais. Et l'an prochain, on verra. Déjà, j'aimerais bien au moins doubler la surface. Parce que là, je me rends compte qu'il y a des choses... Il y a déjà des choses que je ne ferais pas, que je ne referais pas. Typiquement les haricots. Alors, pourquoi on ne veut plus de haricots ? Parce que, en fait, par rapport au volume, tu vois, ça m'a permis... J'avais planté des haricots verts, ça m'a permis de faire 1 semaine sur le gastro par rapport au temps qu'il a investi derrière. Tu vois, ça dit, OK, le rapport... Sachant que c'est une petite surface, hein, je n'ai pas non plus 1 hectare de potager. C'est pas rentable, si tu veux, en temps investir versus le rendu. En revanche,
courges, tu vois, tout ce qui est fleurs, herbes, ça c'est génial parce que j'en mettrai plus parce que ça nourrit beaucoup plus les assiettes. Et puis il y a une vraie différence. Enfin, c'est pas des choses que tu peux trouver dans le commerce, alors que des haricots verts, la ferme en fait très bien à côté. Voilà, les courgettes, je pense que j'en mettrai plus parce que moi j'aime bien quand elles sont vraiment à peine formées. Et ça, pour le coup, il faut avoir beaucoup de plants pour pouvoir vraiment avoir un suivi sur une carte. Là, tu vois, c'était un peu on and off. Quand on en avait, on pouvait faire un plat et puis après on pouvait plus, etc., etc. Donc ça, je pense qu'il en faut plus. Et puis plus de fleurs, parce qu'on fait aussi toutes les fleurs coupées du restaurant. Et pour les vases sur les tables. Ouais. Ah ouais. Et autant l'année dernière, j'avais encore mon ancien jardin, j'avais des dahlias magnifiques qui avaient été superbes et qui nourrissaient, qui nous permettaient de faire des énormes bouquets que j'adorais mettre partout. Là, les dahlias ont très très mal marché. Je pense que ça a manqué d'eau au moment où je les ai plantés et du coup, on est un petit peu limité. Donc voilà mes plans. Super. Mais bon, ça va changer encore d'ici 20 fois. Hein. Oui, j'imagine bien. Alors sinon, l'actualité toute fraîche, Amandine. J'ai cru voir sur les réseaux que tu as une petite médaille. Donc, chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc, une chef qui obtient ça. Alors, je ne sais pas combien vous êtes en tant que chef, mais ça fait quoi? Comment ça vient et ça fait quoi? Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas les statistiques, donc je sais pas à quel point c'est commun ou rarissime. J'en sais rien. Au début, je savais pas trop. Et puis c'est marrant quand on t'annonce ça, enfin quand tu reçois un SMS de quelqu'un qui très random le matin qui dit félicitations, puis tu sais même pas de quoi on parle. C'est assez drôle. Et en fait, j'ai su par la suite que c'était Véronique Louwagie, donc la ministre du Commerce et des PME, qui m'a fait l'honneur, voilà, de m'attribuer cette reconnaissance. Et c'est elle, du coup, qui m'a épinglée ce week-end. Écoute, moi, je trouve ça te fait du bien, quoi, parce que, tu sais, tenir des restaurants, c'est quand même pas facile tous les jours. Hein. Il y a des jours où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme idée à la con. Et pourtant, tu l'as fait 4 fois. Bah ouais, mais tu vois, j'ai toujours pas pris la leçon. Non, ça fait plaisir. Je vais pas mentir. Enfin, tu vois, tu te dis, il y a quand même au moins une personne sur Terre qui te dit qui pense que tu fais avancer les choses dans le bon sens, que tu es porteur de valeurs qui sont positives. Donc, c'est un peu réconfortant. Ça met du baume au cœur. Ouais, tu te dis que c'est quand même, tu fais pas tout de travers, quoi. Ouais, mais tu te fais pas tout de travers. Tes clients te le disent. Oui, mais tu le vois bien. D'avoir un côté un peu officiel comme ça, tu vois, d'officialiser les choses à travers ce titre, je trouve ça, c'est un peu, enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu rassurant, un peu, ok, tu te dis que c'est un peu une validation. C'est un honneur, c'est une fierté. C'est un honneur, ouais, complètement. Et puis, ça a été une occasion de faire la fête, donc c'était bien. et on aime, en général. Alors, justement, tu parlais du fait que d'avoir des restaurants, c'était un peu compliqué. Comment tu arrives à gérer la pression de toute cette exigence multipliée par 4? Et puis, il y a plein d'autres choses que tu fais ailleurs. Il y a plusieurs choses. Déjà, de déléguer, c'est hyper important de déléguer. Il faut être entouré. Moi, je suis hyper bien entourée. À Paris, j'ai 2 associés. On a une structure, on a un DOP. Enfin, chaque restaurant a son chef, son directeur et tout ça. Sur la structure conseil événementiel, j'ai aussi 2 personnes qui travaillent avec moi. Donc déjà, je pense que ça, c'est une condition sine qua non parce que tout seul, c'est impossible. Ensuite, faut accepter que parfois, les choses ne se passent pas exactement comme toi, tu as envie qu'elles se passent. J'aime bien prendre ces conseils. Tu veux dire ce perfectionnisme dont il faut se défaire? Il faut... faut devenir un petit peu moins intransigeant. Alors, c'est pas toujours avec sérénité, bonheur, hein, mais sinon, en fait, tu te fais des nœuds au cerveau tout le temps et tu dors pas, quoi. Et déjà, avec un restaurant dans lequel tu es présent tout le temps, il y a forcément des choses qui se passent pas exactement comme tu as voulu et comme tu l'imagines et comme tu le souhaites, en étant présent. Mais alors, en n'étant pas présent, c'est encore... ça fait partie du jeu. Donc, soit tu l'acceptes et tu fais les choses, soit tu l'acceptes pas, mais à ce moment-là, ça veut dire que tu restes sur une petite structure. Donc voilà, après, moi, je suis une grosse dormeuse, je protège énormément mon sommeil. Tu me verras jamais en boîte de nuit ou faire la teuf. Ça va peut-être me prendre une fois par an où il y a vraiment un lâchage où je vais être un peu debout sur les tables, mais je suis pas un oiseau de nuit. Je sais à quel point c'est important pour moi de dormir. Ensuite, moi, j'ai des besoins par moment de couper tout et d'être toute seule. Déjà, je suis assez solitaire à la base, mais c'est vrai que dans les restaurants, en fait, tu es tout le temps sollicité, tu as tout le temps du monde autour de toi, tu as tout le temps quelqu'un à répondre, à qui parler, etc. Et au bout d'un moment, moi, ma respiration, c'est d'être toute seule et de ne pas parler à qui que ce soit, quoi. Ça résonne beaucoup. Oui. D'être dans une grotte. Tu as envie d'avoir une grotte aussi de temps en temps? Pas dans une grotte, mais les forêts, ça marche plutôt pas mal. Les forêts à cheval, ça marche plutôt pas mal. Ah oui, c'est vrai que tu fais du cheval. Ouais. Depuis longtemps? Depuis toujours.
Je crois que je savais même pas écrire que. À l'époque, tu avais le droit de monter à Shetland quand tu avais 3 ans. Maintenant, c'est plus le cas, mais ouais. Et ça, le rapport à l'animal, le rapport à la terre, le rapport au sol, à la nature, tout ça, c'est très important pour toi. Ouais, je trouve que ça t'ancre, ça te remet les pieds sur terre. Le jardin, c'est génial parce que t'apprends la patience, t'apprends parfois que y a des choses qui fonctionnent pas et en fait, t'y peux rien, quoi. C'est comme ça. Et puis la résilience de la nature, je trouve ça génial, quoi. Tu vois, là, ce que je disais tout à l'heure avec les petits grains de coriandre qui sont en train de ressortir alors que c'était pas du tout prévu. Je trouve ça génial, tous ces imprévus, de voir la façon dont les choses sont capables de pousser dans parfois rien du tout. C'est assez dingue. Très joli, la résilience de la nature, très poétique. Ouais. Non, mais vraiment. Très bien. Et justement, comment tu gardes cette cohérence entre tes restaurants et ton identité culinaire ? Est-ce que tu as voulu qu'il y ait une cohérence ou au contraire, tu veux rendre les choses hermétiques avec 4 restaurants, 4 identités, 4 menus ou est-ce que tu veux quand même un parcours de Amandine Filou ? Si on fait les 4 à la suite. Je pense que tu peux avoir les deux en même temps. Aujourd'hui, l'alimentation, la nourriture et le restaurant, ça peut être hyper différent et c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'adore. Tu vois, hier, on a été manger un ramen avec mon amoureux. Aujourd'hui, à midi. Hier, on a été manger un ramen avec mon amoureux. Ce midi, on avait envie de manger un truc italien. J'ai une trattoria en bas de chez moi qui fait des super espèces de petits pains italiens. C'est pas vraiment des panini, mais c'est un truc un peu hybride, quoi. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein d'univers qui sont là, qui existent. Et moi, je me reconnais dans plein de trucs. En fait, moi, j'aime autant me nourrir de choses très simples que de choses beaucoup plus sophistiquées par moment. Donc, ça s'exprime à travers différentes offres de restauration. Et puis, un autre truc aussi, c'est que j'aime pas avoir une réflexion linéaire. Je suis pas bonne. Si tu me mets dans un endroit et tu me dis, voilà, tu as un cadre de restaurant qui est comme ça, 365 jours par an, tu vas réfléchir à ce qui va aller dans cette case-là. En fait, j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. Tu vois, c'est... Slash d'étouffer, peut-être. Ouais, complètement. Et moi, j'ai besoin d'avoir plein de cases en même temps qui s'allument pour que ça germe et puis en fonction des idées, tu te dis tiens, celle-là je vais la mettre là, celle-là je vais la mettre là, ça c'est plutôt cohérent pour telle identité ou tel contexte ou telle clientèle. Et voilà, et je trouve que c'est ça qui est intéressant comme réflexion. Ça veut dire qu'il y a aucun plat qui est commun sur 2, 3, 4 restaurants. Non. Ok. À quelle fréquence tu changes ta carte ? Alors, ça dépend. Pouliche, c'est très fréquent. Après, les autres, c'est saisonnier. Et Népita, on est sur du 2 mois environ. Mais ouais, c'est le balancement des saisons. Toujours. Et donc, quel a été ton itinéraire, en fait ? À partir de quand tu t'es dit, j'ai envie d'ouvrir un resto ? Quand est-ce que tu t'es dit le 2e, le 3e, le 4e et peut-être le 5e, le 6e, le 10e ? Non, ça va. Là, on va ralentir un peu le business, là. En fait, pendant des années, j'étais dans une logique assez linéaire, justement. Pendant toutes ces années en hôtellerie, étoilée et jusqu'au Rosewood, tu vois, j'étais dans une espèce de truc. En fait, tu avais un job, la marche d'après, elle était assez efficace, tu vois, comme une espèce d'escalier, tu vois, ou une échelle. Où tu te dis, OK, là, je travaille, je m'améliore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le salaire, c'est pas les titres ou les machins comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir faire, comprendre le truc que j'avais pas compris. Et puis, assez naturellement, en fait, ton évolution professionnelle, c'est une ligne droite, quoi. Jusqu'à, justement, quand j'étais au Rosewood, donc là, j'étais chef exé. Non, au Rosewood, London, okay. Quand j'étais à Londres. Donc là, j'étais chef exé. C'était un hôtel de 200 chambres avec une brigade de 120 personnes, avec 5 points de vente, tu gères en fait des millions de CA mensuels. Et ouais, non, c'était un gros bateau, quoi, avec du reporting, avec un mec qui était à Hong Kong, un autre qui était à Los Angeles, qui avait aucune idée de la saisonnalité, qui avait une vision un peu comptable, si tu veux, de la restauration. Et puis, en fait, je me rendais compte que je faisais pas ce que j'aimais. Enfin, tu vois, je connaissais pas les gens. Il y avait plein de gens qui étaient en cuisine, je connaissais même pas leur prénom, je savais même pas qui ils étaient, ce qu'ils aimaient faire, ni rien. J'ai aucun contact produit, fournisseur, même si j'essayais, mais au bout d'un moment, en fait, tu peux plus. En fait, t'étais un robot. J'étais une chef comptable, tu vois. Mais c'est toi qui créais les cartes, quand même.
Ouais, mais toujours avec la même. Là, pour le coup, archi tablé, tu vois, des tableaux Excel dans tous les sens. Quoi. Les marges. Voilà. Et puis, je me souviens. Et en fait, j'avais. Au début, tout se passait hyper bien. J'étais c'était un très, très bel hôtel avec une vision de la restauration assez décalée, assez innovante, pertinente et tout. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y a eu des changements de direction. Je me suis retrouvée avec un autre F&B qui est arrivé, qui était un mec qui n'en avait rien à foutre de la bouffe. Lui, c'était un comptable, quoi, vraiment. Qui aimait rien, quoi. Ouais, qui aimait rien, sauf les Negroni et le steak frites. Et qui, une fois, m'a dit, non, mais attends, ça va pas, hier, l'assiette, véridique, hein, il m'a dit, là, il y avait 2 carottes. Et je dis, c'est quoi le problème? Il dit, normalement, il y a 1 carotte. Oui, mais, en fait, une carotte, suivant les saisons, suivant qui l'a fait pousser, la carotte, elle est pas la même. Donc, va falloir mettre 1 carotte, faut en mettre 2. En fait, c'est la nature. Il me dit, ah non, faut que l'assiette, elle soit tout le temps pareille. Donc, moi, je veux 1 carotte. Et une fois en décembre, on était sur, je sais plus, je bossais sur un truc, je sais pas quoi, et je voulais faire une assiette un peu toute blanche, tu vois, ça faisait un peu Noël, tu vois. Et puis il me dit, ça manque de couleur, ça serait bien de mettre une tomate. Je dis, ok. Jusqu'au jour où en fait j'ai rêvé que je lui mettais mon poing dans la gueule. Mais c'était qu'un rêve. Ouais. Mais là tu t'es dit. Et là je me suis réveillée, je me suis dit, bon, là il y a un truc qui va pas. Je me suis dit, bon allez, je m'en vais, quoi. Je savais pas où je voulais partir. Je savais ce que je voulais plus faire. J'ai mis toutes mes affaires dans un container, dans un garde-meuble. Et j'ai donné ma démission et je suis partie. Ça, c'était en quelle année? C'était fin de Londres. Ça devait être 2018, 2017, je sais pas, un truc par là. Et voilà. Et après, donc toi, ta question, c'était sur l'entrepreneuriat et les restaurants. Donc en fait, je savais pas ce que je voulais faire et je me sentais pas capable d'ouvrir un restaurant. Pour moi, c'était une montagne, tu vois. Alors j'ai un peu une phobie administrative. J'ai oublié de parler de ce détail. Typiquement, quand j'étais en Angleterre, j'ai payé mes impôts en France parce que j'arrivais pas à faire un seul document qu'il fallait signer. Enfin, tu vois, des trucs très cons, quoi. Bref. Donc, je pars à l'autre bout de la planète, en Birmanie. Je fais plein de trucs parce que j'avais envie de faire plein de trucs et faire autre chose, alors que j'avais eu pendant 3 ans le sentiment de ne pas pouvoir trop bouger un petit doigt. Et en fait, je déj avec Greg et PJ Chantios, qui sont des amis depuis longtemps, avec qui on bossait sur les huiles d'olive. Et puis, on se dit, un jour, on fera un truc et tout. Puis, on se revoit un mois après. On déj, on boit une bouteille de blanc. Un jour on fera un truc ensemble et tout. Ça serait cool et tout, de monter un restaurant ensemble et tout. Je dis ok et tout. Bon, bref. 2 mois après, on se revoit. On boit une bouteille de blanc. La même ou pas? Je sais plus, mais puis là on se dit allez, on y va. On y va, quoi. Et le lendemain, on a commencé à visiter des restos. Puis, parce qu'eux, ils avaient cette espèce de structure. C'est aussi des mecs qui sont un peu smart, tu vois, qui avaient fait des écoles de commerce, qui avaient déjà monté... ils avaient monté Yaya à l'époque. Donc, ils avaient déjà, tu vois, ce bagage de pouvoir monter un restaurant, d'aller chercher de l'argent pour parce que moi, j'avais pas un flèche. Je suis partie de Londres. J'avais plus de sécurité sociale à Paris. J'avais pas de chômage. J'avais rien. Mais je suis revenue avec une main derrière, une main devant. C'est ce que j'allais dire. Mais vraiment. C'est courageux, c'est hyper courageux. J'en pouvais plus, en fait. Je me rendais compte, là-bas, je me rendais compte que je gagnais très bien ma vie, mais je claquais tout. Je claquais tout avec un coach qui me faisait taper dans un sac de frappe et mon psy. Donc, tu vois, je me dis, au bout d'un moment, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, cette histoire. Et donc, PJ et Greg, qui m'ont rassurée, qui avaient cette expertise, qui savaient un peu manier les chiffres. Qui allaient te rassurer, du coup. Ouais. Et en fait, le deal, c'était... moi, j'étais chez moi, je faisais ce que je voulais au niveau de la carte, au niveau du... toute la DA, tu vois. Et oui, ils étaient là, on te suit, on te fait confiance. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a monté Pouliche. Et alors après, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'un deuxième? Quel a été l'intervalle entre tous les restaurants? Pouliche, 2 ans après, il y a eu Luce. Après... Attends, parce que je suis nulle avec les dates. Non, mais Népita, c'est assez récent. Népita, ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, Népita, ça fait 2 ans. Et Sauge? Et là, Sauge, 1 an pile. Et pourquoi le Perche? T'as des racines là-bas? J'avais pas de racines là-bas, mais c'est un endroit que je connaissais. En fait, j'ai toujours eu des amis qui avaient des maisons, tu vois. C'était par rapport à Emeline, j'imagine. Non, même pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Emeline, elle est arrivée dans le Perche en même temps. En fait, on avait pris une maison ensemble. D'accord. Donc, on est arrivé. Enfin, j'ai toujours eu, tu vois, des attaches là-bas ou des amis, machin. 2e confinement. Moi, je voulais pas rester à Paris. Autant le premier, je l'avais vraiment subi de plein fouet. Je venais juste d'ouvrir Pouliche. On n'avait pas tu vois, on n'avait pas d'historique pour prétendre à quoi que ce soit en termes d'aide, etc. Donc, j'avais fait le marché, j'avais vendu des légumes, des cookies, du pain, du vin, du poisson, enfin, plein de trucs, quoi. Je ne m'étais pas arrêtée. Et deuxième confinement, j'étais rincée.
Et je m'étais dit, ok, là, tu peux, vas-y, souffle un peu, va ailleurs, va respirer. Et en fait, par hasard, un pote me parle d'une maison à louer et tout. Je me dis, c'est super, ça me permet, s'il faut que je revienne à Paris pour gérer quelque chose à Paris, je peux revenir. Et là, je redécouvre en fait cette région. Tous les jours, j'étais chez un fermier ou chez un producteur, un fromager, un boucher, ou en forêt à ramasser des champignons. J'ai trouvé ça génial. En fait, de fil en aiguille, un peu par hasard, un mec me parle d'un restaurant à vendre là-bas. Et je me dis, tiens, ça peut être cool parce qu'à l'époque, j'avais envie de monter un gastro qui me manquait un peu à Paris. Et je m'étais dit qu'autant à Paris, je trouve qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'offres, il y a tellement de concurrence, il y a tellement, tu vois, que je trouve que ça faisait pas sens. Que là-bas, t'es dans un territoire où il n'y a pas énormément de restaurants qui sont sur cette offre-là. Et puis, avec ce foisonnement de fournisseurs, de tout ça autour, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Puis, il y avait une histoire de montage aussi financier parce que la commune avait racheté les murs et injecté déjà 1 demi-million sur la rénovation. Donc, moi, en fait, j'arrivais avec un fonds de commerce plutôt propre. Donc, ça aussi, c'était rassurant. Ouais, après, il fallait aussi, moi, de mon côté, il y avait quand même de l'argent à chercher pour financer toute la partie technique. Mais voilà, quoi, c'était un peu le croisement de plusieurs opportunités, on va dire. Et du coup, tu dis pas de 5e. J'arrive. Non, en fait, déjà, j'aime pas dire non de façon empirique, on va dire, mais je pense que là, faut déjà que j'arrive à structurer. Tu vois, Sauge, là, me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a des choses que je peux pas réduire parce que j'ai envie de faire un restaurant un peu gastronomique. Je déteste ce mot, alors je cherche désespérément un autre mot pour dire à la place. Raffiné, élégant. Ouais, alors j'aime bien, souvent à l'anglais, tu vois, ils disent fine dining, que je trouve plutôt judicieux. Donc déjà, il y a cette volonté-là, donc ça veut dire que tu es quand même plus impliqué, tu peux un peu moins déléguer parce qu'il faut avoir une vision et puis être là de façon solide pour pas que ça dévie. Mais bon, on est quand même un peu fragile, tu vois, sur le staff, sur les choses, etc. Voilà, déjà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'aimerais bien déjà pouvoir réussir à lever un peu le pied de Sauge. Parce que si c'est pour faire un truc, mais le faire de façon bancale, ça ne m'intéresse pas. Et en termes de recrutement, toute la filière, là, c'est très compliqué, très problématique le recrutement. Toi, tu arrives sur tous tes restaurants à avoir un staff fidèle, engagé. Je suis comme tout le monde, hein. Je galère aussi. Ok, d'accord. Ouais. Il y a eu un moment à Pouliche, on avait réussi à faire il y avait un très bon noyau qu'on considérait solide, et puis en fait, les choses se sont délitées petit à petit. Donc voilà. Non, c'est compliqué. Moi, j'essaye toujours de... Tu vois, à Sauge, là, j'arrive à avoir une équipe en salle qui est super, qui est plutôt pérenne et machin. Mais en fait, t'es jamais à l'abri... Comment dire, quand tu as du staff qui remplit toutes les cases et qui est là et avec qui ça se passe bien, où il n'y a pas de conflit, où tout le monde est serein, où tout le monde a le smile, où tout le monde, où ça se passe bien, je peux en profiter parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Donc là, on a changé encore les équipes à Pouliche il n'y a pas longtemps. Népita, ça se passe super bien. On a eu un changement en début d'année. Enfin voilà, mais c'est... Et ça vient d'où alors, ces problèmes de recrutement ? Je pense qu'il y a on dit que c'est même plus une question d'argent parce que moi je connais des chefs qui payent très bien. Alors après toi je sais pas quels sont les salaires, mais ça vient d'où l'engagement ou le désengagement, la peur de ce métier? Je pense que déjà il y a moins de monde sur le marché. Je sais pas, c'est difficile de faire de la psychologie de bas étage. Enfin tu vois, il y a quand même des causes multiples, je pense, sur le sujet. Il y a énormément de restaurants, il y a beaucoup de concurrence. Il y a certains disent que les nouvelles générations n'ont plus envie de travailler, de s'engager, etc. J'en sais rien. Je pense que c'est multicausal et on va pas... Ils travaillent en coupure, tes équipes ? Ouais. À Pouliche, on fait 3 coupures de continu. Luce aussi. Népita, c'est à peu près pareil. Et à Sauge, ils ont 3 jours de repos, donc lundi, mardi, mercredi. Et ensuite, dès qu'on peut, tu vois, s'il y a un soir qui est un peu plus calme. En général, le jeudi soir et le dimanche soir, c'est des jours où il y a quand même un peu moins de fréquentation. On essaie de décaler quelqu'un. Donc, ça fait 3 coupures et 1 continue, quasiment. Vous faites de la location événementielle aussi pour des événements privés? On fait, ouais.
Ouais, on peut tout faire. On a déjà eu plusieurs mariages. On est juste à côté. On est entre l'église et la mairie. Donc, c'est pratique. C'est le lieu parfait sur la place du village, tu vois, pour un mariage à 2 heures de Paris, en pleine campagne Percheronne. Et ouais, c'est un marché qu'on va essayer de développer, justement. Super, merci en tout cas déjà. Alors, nous, on s'est rencontrés via François, qui était à cette table-là il n'y a pas très longtemps, le jour même de son anniversaire d'ailleurs. Coucou François. Tu as été son commis pendant le Bocuse d'Or, donc tu as vécu cette expérience-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton identité de chef? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en retires? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que tu aimerais passer le MOF? Alors, 2 questions en un. On est sur les titres d'excellence. Ouais. Alors, moi, quand on a abordé le Bocuse d'Or à l'époque, en 2001, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Moi, j'avais 22 ans, j'avais jamais fait un concours de ma vie, je savais même pas ce que c'était. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout dans cette culture-là. Et quand on m'a demandé, je me souviens le jour où François et Bernard m'ont dit on voudrait que tu sois le commis pour le concours. Je fais ouais, ok, d'accord, mais sans savoir du tout dans quoi je mettais les pieds, quoi. C'était vraiment le truc. Et ouais, je me rendais pas compte du truc, quoi. Il y a eu 2-3 moments où, sur la préparation, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est un truc énorme. Là, tu les connaissais d'où, du coup? On travaillait ensemble. Ah oui. Moi, j'étais jeune commise, tu vois, chez Prunier, mais voilà, j'avais pas cette culture. Enfin, avant, j'avais bossé à la maison de l'Aubrac, si tu veux. J'avais pas cette culture des grandes maisons, des étoilées ou quoi que ce soit. Hein. C'était, voilà, j'étais jeune cuisinière, toute jeune cuisinière. Mais après, j'avais pas envie de les décevoir. J'avais ce goût, tu vois, du challenge, d'être digne de la confiance aussi. Enfin, tu vois, de la mission qu'on m'avait donnée. Et en termes de conséquences, je pense que ça a énormément changé les choses pour moi. Ça, enfin, je le dis souvent, je pense que c'est un jour qui a clairement changé ma vie, dans la mesure où ça a validé ce choix, en fait. Parce que avant de commencer la cuisine, j'avais fait des études de pharmacie. Je suis arrivée en cuisine avec des ambitions quand même toutes relatives, en me disant je vais faire un petit salon de thé en Valais Chevreux, je vais faire 3 quiches, 3 salades avec des gros canapés, faire un truc à la cool, quoi. Moi, à la Friends. Ouais, exactement. Et je m'étais dit bon, je vais travailler un peu en restauration histoire d'être, tu vois, un peu solide sur mon projet, pouvoir aller driver après mon entreprise. En fait, voilà, quand t'as Robuchon qui vient de taper sur l'épaule le soir de la remise des prix, qui dit c'est bien mon petit, t'as bien travaillé, tu dis ah ouais, ok. On parle du mec là. Ok. Donc forcément, ça te change les perspectives. Ouais, et puis après, en fait, même quand tu arrives dans une brigade et puis les gens te regardent pas pareil, quoi. En fait, t'es pas un commis, en fait, t'as été la commis du Bocuse d'Or. Donc c'est. Ok, les gens te disent ah ok, d'accord, il n'y a pas seulement Blondel, quoi. Tu vois. T'as quand même. Voilà. T'as un peu moins de doute au moment où tu arrives dans une cuisine. Quoique, je dis ça, mais en même temps. Quasiment à chaque fois que je suis rentrée dans une brigade, les gens, enfin les quelques premiers jours, les gens te regardent et font ok, alors t'es blonde, t'es pas trop vilaine, on va dire. Et les gens ils te regardent, ok, elle ça doit être la meuf de machin ou ça doit être la nièce de, tu vois. Il faut toujours qu'ils trouvent des raisons pour lesquelles t'es là. Alors, mais bon. Qu'est-ce que ton rôle, ça a été quoi exactement pendant le Bocuse? Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais toutes les garnitures. D'accord. Donc c'était quoi en l'occurrence là, en 2001? Qu'est-ce que tu as coupé? Qu'est-ce que tu as... C'était toutes les garnitures. Donc, tu avais 2 plats. Il y avait un plat de loup et un plat d'agneau. Il y avait, je me souviens, des citrouilles. Tu vois, il fallait qu'on sculpte. À chaque fois, c'est des plats pour 12. Donc, à chaque fois, il y avait 3 garnitures. Donc, en gros, je devais faire 12 fois 3 garnitures sur chaque plat. Donc, 36 et 36. Et il y avait une garniture, c'était une petite citrouille comme ça qu'on prenait dans le potiron. On sculptait un potiron dans le potiron. Donc, tu vois, tu faisais des rondes, d'abord des boules. Ensuite, tu faisais des côtes. Ensuite, tu les vidais. Ensuite, il fallait les cuire, les garnir, machin, etc. Il y avait un truc avec des coques. C'était une petite farce mousseline, tu vois, garnie à l'intérieur avec une crème d'oursin. Et dessus, on venait poser une par une des coques, tu vois, des langues de coques. T'étais toute seule? Ouais. Et après, tu as un commis débarrassage, mais oui. Ouais, ça, c'était mes tâches. Ça, il y avait un truc avec une purée de haricots blancs. Je me rappelle pas tout. Et pourtant, on est à 24 ans, là.
Il y a 24 ans. Ouais, c'était il y a hyper longtemps. Non, mais parce que le truc des langues de coq, c'était le truc. Enfin, je me souviens. À chaque fois que je vois Bernard, il me reparle de ça. Donc Bernard le prince. Ouais, je me souviens de toi avec tes langues de coq là. Parce que tu vois, fallait cuire les coques. Après, tu décortiquais toutes les coques. Après, tu parais toutes les coques une par une. Et après, tu venais les coller à la pince une par une sur le truc comme ça. Clac, pour qu'elle fasse un joli dessin. Donc ça fois 12. Ça fait un boulot. Ouais. Et donc un combien de temps il dure C'était 4h30, je crois. 4h30. Comme ça. Et donc, deuxième question. Et deuxième question, écoute, je suis inscrite. Voilà. Ah très bien. Ouais. Bah, j'ai fait 2 fois. Je me dis. Ah, tu l'as déjà passé? Ouais, j'ai déjà fait 2 fois. La première fois, j'étais en finale. J'ai été sortie sur un hors-sujet. J'en ai pleuré pendant 2 jours. Et la deuxième fois, j'étais pas dans la bonne place de cerveau pour aborder ce genre de choses. Comment ça se passe un hors-sujet en cuisine, si tu as envie d'en parler? Pas de sujet. En fait, c'était à l'époque une tarte soufflée de corail de Saint-Jacques. Donc en fait, tu avais une tarte dessus. Dans la tarte, tu devais garnir avec, si je me souviens bien. Il y avait une tombée d'épinards, une fondue d'endive, un appareil de brouillade d'œufs, tu vois, tout ça en couche là, clac clac. C'est un peu chelou comme truc. Les sujets de concours, c'est toujours des trucs, tu te dis mais on mettra jamais ça dans un resto. On est sûr de cette idée bizarre. Et dessus, donc t'imagines, t'as ta tarte garnie avec tout ce bazar là, et dessus tu devais faire un appareil avec du corail de Saint-Jacques. Donc tu vois les petits machins orange des Saint-Jacques que tu récupérais, mixés, machin, appareil à souffler avec ça. Donc que tu garnissais sur le dessus de ta tarte. Et dessus, cet appareil à souffler, parce qu'il n'y avait pas encore assez de trucs dans ce bazar, il fallait mettre des lamelles de Saint-Jacques. Donc, tu prenais des noix de Saint-Jacques que tu tranchais et que tu mettais en rosace. Oui, en mode carpaccio, quoi. Voilà, et tu avais un peu épais, et tu avais, je sais plus, tu sais, tout est hyper normé, donc ta tarte, elle doit faire 22 cm, pas 22,5. Ta hauteur de soufflé, c'était 2,5, je sais pas quoi, puis tu devais mettre 12 lamelles de Saint-Jacques, enfin, je sais plus, ou 16, hein, bref. Donc on avait fait, tu vois, c'est le genre de concours évidemment pour lequel tu répètes, tu t'entraînes, etc. Et quand tu fais les essais, tu vois que ça développe beaucoup mieux quand tu fais monter ton appareil tu mets ton appareil à Saint-Jacques, tu le mettais au four, tu faisais une mi-cuisson et tu mettais après, une fois que tu avais tout stabilisé, tu mettais tes noix de Saint-Jacques après. Et en fait, ce geste a été considéré comme hors sujet et donc mon travail n'a pas été noté. C'est parti directement à la poubelle. Parce qu'ils attendaient, et c'était un peu dit, mais ça portait à interprétation. Ils attendaient que les Saint-Jacques soient mises avant de mettre l'appareil soufflé au four. Donc on est éjecté du concours. Ouais. Voilà. Donc là, c'est quand? C'est l'année prochaine? Ou dans 2 ans? L'année prochaine. Et on n'a pas, vous n'avez pas encore les sujets? Non, et au-delà de ça, c'est... Bon, après, je vais pas tirer sur l'organisation, mais c'est un énorme concours en termes d'orga. T'as quand même... ça mobilise beaucoup de gens, beaucoup de gens de la profession. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir... Tu vois, là, on se parle aujourd'hui le 20 octobre. Normalement, il y avait des épreuves qui devaient démarrer en octobre pour certaines classes, donc pour certains métiers. Et normalement, on attend des informations pour savoir quand seraient les premières épreuves, mais sachant que tout ça, c'est vraiment du conditionnel et qu'il n'y a aucune info. On parle du mois de mars. Donc, le couette vous dit rien? Non. Et moi, je commence à être un peu en galère parce que, tu vois, le mois de mars, j'ai pas mal de demandes d'événementiel qui est là et auxquelles je suis bien embêtée pour répondre parce que voilà, il y a un sac un peu en suspens et on n'a pas de réponse. Ok, très bien. Bon, ça va se décanter, j'espère. Ouais. Alors, autre question. Comment le monde de la gastronomie a-t-il évolué pour les femmes depuis que tu es rentrée dans cette case-là de chef? Ça change, ça évolue. C'est sûr que, de toute façon, je pense que le monde de la gastronomie a évolué, mais le monde de façon générale a évolué aussi. Aujourd'hui, il y a des réflexions qu'on ne peut plus faire, ou des blagues, ou des remarques. Voilà, il y a quand même un peu d'évolution sur le sujet. MeToo est passé par là aussi. Il y a plus de femmes, effectivement, qu'au début, à l'époque, quand j'ai commencé. Après, c'est sûr qu'il y a toujours, comme dans tous les métiers, on reste quand même...
il y a quand même des barrières à franchir et des choses à surmonter. Mais je pense que c'est pas que dans la gastronomie. Tu regardes dans n'importe quel métier, dans la politique, les femmes politiques, elles s'en prennent plein la tronche. Quand je vois comment on emmerde Anne Hidalgo sur ses notes de frais parce qu'elle s'est acheté un trench Burberry, est-ce qu'on a été regarder les factures des costards l'Europiana de tous les mecs de l'Assemblée nationale? Enfin, je trouve ça dingue. Que ces femmes-là elles sont trop sapées, elles dépensent trop d'argent, elles sont pas assez sapées, oui, mais elles représentent la France, donc franchement, elles pourraient faire des efforts. Tu pourras jamais gagner, quoi. Donc, et je parle pas du tout de politique, mais voilà, c'est la position de la femme en tant que chef d'entreprise, en fait, qui est compliquée à tenir. C'est, tu fais preuve d'autorité et de déterminisme sur un truc, forcément, t'es un peu une biche ou t'es... une sorcière. Ouais, ou une chienne, ou tu sais ce que tu veux et tu dis non, effectivement, t'es hystérique. Voilà, l'autorité féminine est quand même pas encore aussi bien accueillie que ce qui devrait. Donc voilà, mais ça, c'est pas que dans la restauration. Dans ton staff, t'as beaucoup d'hommes, j'imagine? Plus d'hommes que de femmes? Ouais. Et ça se passe bien, la transmission des ordres? Ouais, ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien. Après, c'est des gens qui me connaissent et qui me voient au quotidien et qui savent que, en général, quand je dis quelque chose, je l'ai un peu réfléchi avant, tu vois. Et puis, quand j'ai pris le poste Raphaël, par exemple, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque, il y a une personne en cuisine avait démissionné à l'annonce de mon arrivée en disant qu'il ne voulait pas travailler pour une femme. Donc, tu te rends compte quand même qu'il y a 10 ans, donc encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, un mec a quand même eu les couilles de dire ça ouvertement. Tu dis, c'est lunaire, quoi. C'est chaud. Ouais. Et quand j'étais en Angleterre, mon fameux FNB, là, à qui je rêvais de mettre mon poing dans la gueule. Et qui t'a fait payer des séances de psycho. Voilà. Lui, une fois, je croise un mec avec un sac de sport sur le dos et je dis c'est cool, tu vas faire du sport. Il me dit oui, je vais à l'équipe, je vais à l'entraînement de rugby de l'hôtel. Je dis c'est canon cette idée et tout, c'est génial, mais je savais même pas qu'il y avait une équipe de rugby et tout. Il me dit c'est le fameux N+1 dont je tairai le nom qui a organisé ça et tout. Je dis putain, c'est super, super de m'en avoir parlé. Parce qu'on essayait tout le temps d'essayer de faire du lien entre la salle, la cuisine et tout. Donc, je vais le voir le lendemain. Je dis, au fait, c'est super de m'avoir parlé de cette initiative de rugby. J'adore le rugby, c'est trop cool. Moi, ça m'aurait fait trop plaisir de venir, de faire des sandwichs, j'en sais rien, de boire un verre, ne serait-ce que d'être là, à hurler sur le banc. Voilà, il me regarde, il me dit, non, mais I'm afraid it's men only. Je fais, waouh, là, on est très fort, quoi. Là, on est très fort. Donc, il y a encore des choses à faire. Et venant de mon N+1, et en fait, à l'époque, quand je suis partie de Londres, j'étais pas en méga forme. J'avais des problèmes de santé. J'étais pas bien, quoi. Et je démissionnais, mais en fait, je me suis dit que j'aurais dû lui foutre un procès au cul à ce mec, qui était un espèce de sombre connard. Ça vient du cœur. Et ouais. Parce que maintenant, en fait, avec le recul, tu vois, je me rends compte de ce qui s'est passé et que, en fait, j'ai accepté des choses qui étaient complètement inacceptables. Et en fait, pour la petite histoire, donc ce mec a été évidemment promu derrière. Il était parti bosser, je ne sais plus, aux États-Unis, où il avait eu un poste, évidemment, avec une énorme promotion. Et j'ai entendu dire qu'il avait eu un procès, justement, d'harcèlement et discrimination d'une vingtaine de personnes. Donc, et tu n'étais pas étonnée, évidemment. Et j'étais tellement pas étonnée, mais je me suis dit, t'aurais pu faire partie du truc. Ouais, et en fait, je me suis dit, moi, j'étais un peu un dommage collatéral à l'époque, mais je me suis dit, ok, si t'étais parti dans un état pareil, en fait, de cet établissement, c'était pas forcément que de ta faute, et je pense que voilà, il y avait quand même des circonstances. Voilà. Super. Quel a été ton plus grand défi dans ta carrière pour l'instant? Mon plus grand défi, je sais pas. Après, sincèrement, t'as des jours qui sont des défis, tu vois. Quand t'es chef d'entreprise et d'autant plus chef de cuisine, c'est quand même deux casquettes qui sont pas faciles au quotidien. Et t'as des jours quand t'as les deux qui s'enchaînent où t'es... Oui, qui vrille. Ouais, et t'es là, Donc, t'as des jours où tu te dis, ne serait-ce que d'être là, de revenir, tu vois, de continuer à être là, de bosser, et puis avec le sourire, parce que t'as pas le choix, parce qu'en fait, si toi tu fais la gueule et que tu montres qu'il y a un truc qui va pas, en fait, tout le monde te suit. Donc, il y a des jours, c'est ça le défi, quoi.
Tu vois, de pas perdre pied, de pas perdre l'enthousiasme, de pas bâcler un service, parce que c'est hyper dur d'être dans l'attention, d'être dans le, tu vois, dans le détail. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de et puis t'as personne en fait au-dessus de toi pour te dire ah non mais là ça va pas, ce que t'es en train de faire ça va pas là, tu vois. Donc t'as pas cette pression extérieure, c'est qu'il faut que ça vienne de toi, cette autodiscipline de te dire attends là j'ai fait une cuisson de merde, faut que je refasse, faut que je machin, faut que au lieu de partir 5 minutes avant, non, faut que je redémarre un bouillon parce qu'il faut que enfin tu vois, que ce soit au niveau de ton seuil d'exigence. Ça c'est des défis, c'est des gros défis mine de rien, tu vois, de pas prendre de court-circuit et de pas prendre de raccourcis, de pas faire de concessions là-dessus, de pas tomber dans la facilité. Ouais. Oh, très bien. Je plus sois. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Resto ou pas resto? Je sais pas. Oui, parce qu'on fait une petite séance de psychothérapie en même temps. Là, je t'ai balancé pas mal de doses déjà. Oui. J'aime pas trop ce mot rêver là, en fait. Projeter? Projection, ouais. Je trouve que dans le truc, quels sont tes rêves, t'as l'impression d'avoir un truc qui est pas du tout atteignable. Et ça, j'aime pas trop cette idée-là. Ambition, enfin, tu vois. Ambition, non, j'aimerais que Sauge s'affirme. C'est facile d'ouvrir un restaurant. Enfin, c'est facile. C'est plus facile d'ouvrir un restaurant que de faire durer un restaurant. Donc, j'espère que Sauge va devenir un projet pérenne. J'aimerais le faire grandir et grossir dans le sens où tu vas développer ce potager qui prenne plus de place dans la cuisine qu'on fait au quotidien et que ce soit quelque chose de vraiment ancré et solide. Et puis, de pouvoir faire des chambres aussi, parce que c'est une idée que j'ai, mais que j'ai pas encore réussi à mettre en œuvre pour des raisons pratiques. Mais tu as déjà de la place ou tu comptes? Non, en fait, c'est faire une dans annexe. le bâtiment. Il faut que je trouve un bâtiment à côté. On a entamé la semaine dernière une phase de travaux au niveau de l'étage pour faire une salle de réception pour 20 personnes qui soit une salle un peu séminaire, atelier aussi, cuisine expérimentale, des choses comme ça. Donc ça, c'est une deuxième phase qu'on amorce maintenant. Mais ouais, j'aimerais bien trouver les chambres. Mais bon, après, il y a des contraintes géographiques parce que je voudrais que ce soit vraiment à 3 minutes à pied dans le village, que les gens puissent venir, oublier leur voiture et puis venir à pied, même si mesdames sont en talons. Donc ça, tu vois, ça réduit quand même beaucoup le périmètre. Sachant qu'on est dans un village de 300 habitants, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités en termes de transactions IMO. Donc je suis toujours à l'affût et je cherche, et je pense qu'à un moment je vais finir par trouver. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aimerais faire. Et puis voilà, les MOF. Et autant à Paris, j'ai jamais été dans une logique d'aller chercher une étoile sur les restaurants. Je trouve que là-bas, t'es à la campagne. Les gens ont cette attente quand même par rapport au restaurant gastronomique, avec la nappe blanche, avec les petits fours, les canapés, etc. Donc, je pense que ça ferait sens là-bas. Donc, après, on ne travaille pas que pour ça. Moi, ce qui est important, c'est que le restaurant vive bien et que les gens reviennent avec le sourire. Voilà, c'est ça qui est important. Mais si, par hasard, il y a un petit Michelin qui passait par là, ça serait pas de refus. Et je pense que ça me permettrait aussi peut-être d'attirer dans l'équipe, tu vois, au niveau du personnel, un peu plus facilement. Normal. Quelle est ta saison de prédilection pour créer? Celle qui te fait kiffer? J'adore le printemps. Il y a un truc, je trouve, presque charnel, animal qui se passe, je trouve, quand les jours rallongent, quand la lumière revient. T'as un truc, moi, qui me touche énormément, en tant qu'être vivant, tu vois, qui me... Oui, l'idée de renaissance, en fait. Ouais, mais vraiment dans la respiration, j'ai cette sensation, j'ai l'impression même plus forte maintenant que quand j'étais un peu plus jeune. Tu vois, où ça m'arrive les premiers jours de printemps, là, quand tu ouvres la fenêtre et que t'as un truc, je sais pas, je pense que t'as un truc un peu tellurique, un peu d'énergie qui part de la terre et qui moi, vraiment me fait quelque chose, vraiment... physiologique. Physiologique, vraiment, que je sens fortement. Et donc, du coup, ça t'imprime et ça t'inspire dans l'assiette. Ouais, mais même, je trouve que, tu vois, les premières pousses d'herbe, elles ont pas le même goût que, tu vois, les pousses que tu peux ramasser en juillet. Les sèves sont pas pareilles. T'as un truc de dingue. Et puis, les asperges, c'est magnifique. Les morilles, t'as plein de choses. C'est quoi l'aliment dont tu ne pourrais pas te passer? Les yaourts. Je pense que tu t'attendais pas à ça, mais c'est vrai que je suis une grande consommatrice de yaourts et dans mon frigo il y a toujours des yaourts, qui sont une fois sur deux périvés, mais il y a toujours des yaourts. Et alors le fruit et le légume?
Parce que le yaourt ne pousse pas dans la terre, je ne crois pas. Non, sauf à sauge, peut-être. Effectivement, fruits et légumes. Écoute, c'est difficile d'en dire qu'un, parce que... Je te laisse deux, si tu veux. Les pêches blanches, ça, je trouve ça... Et même les pêches blanches, t'as tellement de variétés différentes. Tellement de variétés. Là, tu vois, cet été, on avait, j'ai de la chance, j'ai vraiment été accueillie par ce village à Réveillon, vraiment par cette communauté. Déjà, c'est trop mignon. Ouais, Réveillon. Et je peux dire qu'ils portent bien leur nom parce qu'il y a 300 habitants, mais il y a 2 salles des fêtes, tu vois. Alors, les Réveillonnais savent faire la fête. Et oui, en fait, on a des voisins qui sont tellement choux, qui nous ramènent. Là, tu vois, ce week-end, on a encore Thierry qui nous a ramené un cajot de figues, les dernières figues de son figuier. On ramène des coins. Et cet été, on m'avait ramené des pêches, et notamment des petites pêches blanches sauvages. Tu sais, vraiment des pêchés pas greffés qui ont ce goût hyper particulier. Ma mère en avait un, quand on était petit, et qui ont un goût presque un peu amer, un peu terreux. Avec des notes un peu de coriandre, avec des notes très florales. Et je trouve que la pêche blanche, tu as vraiment d'une pêche à l'autre, tu es capable d'avoir des palettes de goût et de parfums complètement dingues. Donc la pêche blanche, ouais, c'est un peu en top de ma liste. Et le légume? J'adore les asperges, quoi. Asperges vertes, pour moi, c'est vraiment... Et le petit pois, c'est magique, quoi. Asperges vertes, petit pois. On va garder cette punchline. Le petit pois, c'est magique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Des bons petits pois, c'est incroyable. Puis moi, ça me détend beaucoup d'écosser les petits pois. Ah ouais, puis quand je mets les mains dedans, comme ça. Ça et gratter les girolles, j'adore. Gratter les girolles? Ouais. Là, t'as beaucoup de champis? Ouais, alors il fait hyper sec, donc j'étais très contente qu'il pleuve hier. Mais oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi dans le Perche, c'est que tu as tous les fruits de la forêt, donc des champis, tu as plein de... Les marrons, des châtaignes. Ouais. Il y a pas mal d'herbes qu'on peut ramasser aussi, glaner, du lierre terrestre, de l'oxalis, il y a plein de choses. Et puis tous les fruits de la chasse aussi, parce qu'on est quand même un territoire de chasse. Il y a quand même de la viande à Sauges? Oui, bien sûr. Pas que Ah non, on n'est pas du tout... D'accord. Et le gibier, du coup? Bien sûr. Ouais, on a fait une série de perdreaux la semaine dernière. Là, j'ai 2 lièvres qu'il faut absolument que je travaille quand je reviens. Ouais, on s'amuse. Il y a pareil, régulièrement, on me ramène un cuisseau de sanglier. Là, tout à l'heure, on m'a appelé pour savoir si je voulais un chevreuil. Je dis, écoute, je t'aime beaucoup, mais là, le chevreuil entier, il me dit, mais si tu veux, je te le coupe en 2. Bah oui, mais bon. C'est balèze. Là, je peux pas... ça demande un peu plus de temps, et comme il faut déjà que je termine les 2 lièvres, que je voudrais monter en balotier. Tu vois, t'es là à gérer le temps en disant, bon, attends, parce qu'en plus, là... Voilà. Donc, et du coup, quid des produits de la mer? Écoute, à Réveillon, nous sommes dans l'Orne faisant partie de la Normandie. On a la chance d'avoir les criées de Granville, notamment juste à côté. Donc, le Bulot, la Saint-Jacques, voilà, on a il y a l'arrivée de la Saint-Jacques, là. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Et puis, il y a aussi un peu d'aquaculture avec notamment des belles truites, pas trop loin. Donc, non, c'est chouette. Alors, justement, tu parlais, quand tu évoquais les pêches, tu parlais de ta maman, d'un souvenir avec ta maman. Quelle est ta Madeleine de Proust? C'est ça, c'est les premiers souvenirs de cuisine, c'est soit avec ma mère, soit avec ma grand-mère. Et c'était la tarte aux pommes, la tarte aux pommes de ma grand-mère, la mayo de maman. Ma mère était elle était directrice de recherche au CNRS, donc elle n'était pas du tout dans les métiers de la table, mais elle aimait ça. Et elle passait pas des heures en cuisine parce qu'elle avait son job, elle avait 3 enfants, elle avait un peu de choses à foutre que passer des heures en cuisine. Et elle a une approche pas du tout protocolaire de la cuisine, quoi. Mais une vraie attention à acheter déjà les bonnes choses. Elle était convaincue du bio, tu vois, il y a 40 ans, alors que c'était un peu le truc pour hippie, hurluberlu, on va dire. Je me souviens quand on était petits, les rares fois où on allait dans un supermarché, il fallait éplucher toutes les étiquettes parce qu'on n'avait pas le droit au machin, au truc, au conservateur, au colorant, au truc. Ah oui, très avant-gardiste. Bah oui, tu vois, il y a 40 ans, mais personne ne parlait de ça, quoi. Et elle, c'était... Oui, mais en tant que chercheuse, elle avait déjà des connexions avec la santé. Oui, elle avait... Je pense qu'elle avait dû s'intéresser sur le sujet, mais il y avait pas... la population globale n'était pas du tout éveillée à ça. Et voilà. Et donc, tu n'avais pas non plus une grande transparence, tu vois, sur le sujet. Mais je me souviens qu'on allait tout le temps au marché. Ma mère... De quelle région?
J'ai grandi à Orsay, donc dans le 91, en banlieue de Paris, et on avait quelques petits rituels entre guillemets de famille comme ça, où le mercredi par exemple, elle nous déposait à l'école de musique. Moi, je faisais solfège. Je crois que mon frère avait son cours de violon. Pendant qu'on était lâchés, elle allait au marché, et puis elle nous récupérait 1 heure après avec les paniers, avec plein de légumes, avec l'onglet, des onglets de veau, et puis on rentrait à la maison. On épluchait les patates, on faisait des frites, et c'était onglet à l'échalote quand on venait. Tu vois, c'est des trucs hyper simples. Mais c'était toujours avec des vrais bons produits, tu vois. Ou les légumes de mon grand-père. Mais c'était... moi, j'ai jamais vu une boîte de conserve ou des surgelés, tu vois. C'est vrai que ce matin, on parlait d'éducation, en fait. L'éducation au goût, l'éducation au vrai, en fait. Au vrai manger et aux produits bruts de la terre, dont tu es une belle ambassadrice. Alors justement, 2 dernières questions. Quel regard tu portes sur ta médiatisation ? Parce que tu as été Masterchef. Ouais, effectivement, j'ai fait une saison. Pas top. Non. J'ai fait une saison Masterchef. Écoute, à l'époque, moi j'ai vu ça comme une expérience nouvelle. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi pas. Je me suis dit, ça a l'air fun. En plus, c'est rémunéré quand même pour faire un truc qui est plutôt fun. Et en plus, on te propose d'aller dans les 4 coins de la Terre, dans des conditions qui sont quand même pas dégueulasses. Quand tu tournes avec TF1, c'est quand même plutôt confortable. Tu sais que tu vas être bien. Voilà. Donc c'était cool, en fait. Tu avais l'impression d'être en colonie de vacances pendant 3 mois, où tu as tout le temps un mec, tu as un chauffeur, tu as besoin de quoi que ce soit, tu as un chauffeur qui t'attend en bas de chez toi. Oui, c'est sûr que tu n'as pas le stress des candidats. En fait. Non, mais tu vois, c'est quand même une expérience de tournage particulièrement confortable. Et ça m'a permis, je pense que ça m'a ouvert plein de portes. Tu vois, ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Ça te donne un peu de crédibilité aussi quand tu as un propos, enfin quand tu prends la parole par rapport à certaines choses en public. En revanche, dans la profession, c'est quand même pas le même regard. C'est plutôt l'inverse. Tu deviens un peu plus un clown de télévision que un professionnel crédible, on va dire. Donc c'est assez bizarre la dichotomie entre les deux. Donc voilà, ça a été intéressant et positif pour plein de trucs. En revanche, moi, je déteste l'idée, tu vois, de personnages publics. Ça, c'est un truc que vraiment, j'adore cette liberté de l'anonymat, clairement. Et je sais que à l'époque, c'est quelque chose qui me pesait et je relativise énormément. Hein. C'était une saison. Donc, c'était pas non plus, je suis pas devenue un vrai personnage de télé comme d'autres ont pu l'être. Mais pour autant, moi, je trouve que c'est quand même assez désagréable quand tu es en train de faire tes courses un dimanche matin, que tu es crevé, que tu es avec ton mec, que déjà tu vois jamais, et que tu arrives à te trouver ce moment-là où tu vas faire tes courses ou machin, et puis que tu as un mec qui te saute dessus en disant on peut faire une photo, et puis toi, tu as des valoches comme ça, tu es habillé, tu es à moitié en jogging avec la gueule en vrac, et puis tu as ton mec qui est à côté avec le pack de lait, et tu fais en fait, j'ai pas envie. Je suis désolée, mais là, et puis en fait, tu peux pas dire non. Les gens comprennent pas quand tu dis non, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ce côté-là pas très cool, quoi. Et c'était pas facile à gérer, effectivement, pour mon conjoint à l'époque. Alors, quel message aimerais-tu transmettre aux passionnés qui veulent se lancer dans l'événementiel culinaire, dans l'entrepreneuriat culinaire ? Moi, je dis toujours que c'est un métier fabuleux. Les métiers de bouche, de façon générale, les métiers de cuisinier, encore plus. L'alimentation, ça touche tout le monde 3 fois par jour. Donc, tu rentres dans la vie des gens très facilement. Et tu as quelque chose à dire à tout le monde, en fait. Après, faut jamais sous-estimer à quel point c'est un métier qui demande de l'énergie. Il faut énormément travailler. Ça, je pense que parfois les gens voient plutôt le côté un peu facile qu'on peut mettre en avant, enfin qu'on peut imaginer à travers les réseaux sociaux et à travers la télé, à travers voilà. Aujourd'hui, on communique tous sur les succès qu'on a et sur les joies qu'on a et sur les beaux plats qu'on fait, mais c'est extrêmement rare qu'on parle de la difficulté que ça sous-entend. Sauf David Gallienne qui vient de le faire là, avec beaucoup de courage. Message ce matin. Ouais, avec beaucoup de courage. Oui, parce que ça résonne auprès de tout le monde. Ouais. Ouais. Effectivement, on est toujours en train de jongler entre 20 000 trucs, quoi. Et puis, t'es en prise directe avec plein de choses. Les équipes qui sont pas forcément toujours faciles, les clients qui sont hyper durs. Je trouve qu'aujourd'hui, la clientèle, elle est... et surtout à Paris, c'est... Tu sens l'évolution ? Ah ouais. Moi, je trouve que là, depuis quelques années à Paris, la clientèle est hyper dure. C'est... Par exemple ? Pas patiente, très critique. Surtout, l'utilisation des notations sur les applis, elle est vache, mais vraiment vache. Enfin, tu vois. Injuste, dans le sens injuste. Ouais, enfin, t'as des gens, et pas que à Paris, en fait. Enfin,
c'est quand même assez parisien parce que j'ai un exemple en tête qui est arrivé à Sauges avec des clients parisiens. Où les gens nous ont défoncés alors qu'on s'est plié en quatre pour... Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché ? En fait, c'était un couple qui voulait réserver une table. Ils envoient un message sur l'Insta du restaurant, alors que déjà, en fait, c'est pas une plateforme de réservation. Donc, on regarde... Oui, non, mais en plus, tu vois, on a un site internet, on a une ligne de téléphone et on a une plateforme de réservation en ligne. Donc, tu vois, si tu veux réserver une table, tu peux le réserver. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Le mec, il nous envoie un message sur Instagram. Alors, Instagram, c'est pas fait pour ça. On regarde pas tous les jours. Enfin, tu vois. Et puis, la personne qui regarde Instagram, c'est pas la même personne qui prend les réservations. Donc, c'est pas son job. Bref. Je sais pas comment c'est possible, mais c'était un jour où c'est moi qui scrolle l'Insta du resto par hasard. Et puis, je tombe sur le message. Je dis, écoutez, pas de souci, je m'occupe de votre réservation. Et puis, en fait, il avait réservé au gastro, mais il avait réservé au bistrot, mais il voulait manger au gastro. Donc, je dis, écoutez, pas de problème, je change votre réservation, machin. Le mec arrive. Déjà hyper flexible. Je prends la décision quand même. Le mec, bref. Donc, je lui arrange son truc. Le mec arrive, il me dit « Ah, mais non, mais finalement, en fait, non, ça va pas. Je veux qu'on aille au bistrot. » Ouais, donc relou. Ok. C'était un jour où il faisait plutôt beau, donc on lui propose de déjeuner dehors. Le mec, il me dit « Ok, très bien. » Il va déjeuner dehors. Il choisit sa table. Il commence à regarder la carte des vins. Il savait pas trop ce qu'il voulait, donc on lui laisse du temps, machin, etc. Finalement, ils prennent une bouteille de cidre. Ils se décident, après quand même pas mal de temps, à prendre une bouteille de cidre. Et on commence à envoyer les entrées. Et puis là, les entrées arrivent et le mec il me dit « Ah non, mais en fait, on est hyper pressé, il faut qu'on parte. On n'a pas le temps de rester pour manger. » Donc, ok. Donc, les équipes un peu démunies. C'était un gros service. Hein. Je sais plus si c'était un samedi midi ou un dimanche midi. Il aurait pu prévenir au début. Voilà, et derrière, il nous défonce en nous disant qu'il a été assis sur une table qui n'était pas confortable, qui n'était pas du tout là où il voulait, que le service s'est mal passé, qu'ils sont partis sans avoir mangé, machin, etc., etc., etc. Et là, je dis, franchement, il est gonflé, quoi. Je lui fais un message sur Instagram, là, le message sur lequel je lui avais dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on s'occupe de votre réservation. Je dis, je trouve ça un peu cavalier, quand même, votre un peu de mauvaise foi, non ? Sur votre 1 étoile, machin, sur Google, en disant qu'on ne s'est pas occupé de vous, que vous aviez une table dégueulasse, que machin, que les chaises n'étaient pas confortables, alors qu'on a des coussins vraiment à disposition si besoin, que on n'avait pas accommodé votre machin, etc. Et il t'a répondu ? Vous êtes un peu gonflé quand même, non ? Le mec, il n'a pas répondu. Et il a laissé son commentaire. Il l'a vu ? Oui, il l'a vu, mais il n'a pas changé son commentaire, il n'a rien fait et tout. Donc, tu vois, il y a quand même une mauvaise foi parfois de trucs. Et ça fait mal au cœur. Ouais, mais c'est un truc un peu généralisé. C'est pas ma faute, c'est la faute du restaurant, c'est la faute du serveur, des trucs comme ça. Tu as des moments, tu as envie de leur dire, franchement, mais va bouffer de la terre, quoi. Tu vois, franchement, je te frappe la tête contre les arbres. Ah non, mais... Non, mais oui, bien sûr. Ok, est-ce que tu peux me compléter la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est tu donnes un morceau de toi. Vraiment, c'est un don de soi pour moi de cuisiner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de décider que tu vas prendre du temps, que tu vas te réfléchir à ce que tu vas faire, d'être dans l'attention, de faire attention, de retourner ta viande au bon moment, de te lever un quart d'heure plus tôt parce que tu veux que ton jus il soit exactement comme tu as envie, qu'il ait le temps de réduire, de revenir de table plus tôt parce que tu veux que tes herbes elles soient faites comme tu as envie et tout. Enfin, tu vois, c'est un truc que tu prends sur toi, quoi, sur ton temps de vie, sur tes points de vie, tu vois, d'arriver à faire que tout soit comme tu as envie pour que les gens profitent du moment. Très beau. Et dernière question, comment tu définirais la passion ? Pour moi, c'est un peu la petite flamme de la gazinière, tu vois. Oh, c'est mignon. Non, c'est vrai, c'est le truc qui fait que tu te lèves le matin, que tu viens avec le sourire, que ça t'éclate, que même si effectivement tu as des journées de merde avec parfois des clients qui sont des sombres connards, malgré tout, tu retournes au boulot le lendemain ou le soir et que tu es là avec la banane et que tu emmènes les équipes avec toi. C'est cette petite flamme, quoi. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Alors, de temps en temps, elle se met vraiment, vraiment en sommeil, tu vois, comme quand je suis partie de Londres, mais regarde après, le chemin parcouru. Voilà, c'est un sacré une revanche de tout ce que tu as construit derrière, finalement. Je sais pas si c'est une revanche, mais c'est un accomplissement. Parce que de toute façon, c'est un fouille merde et je pense que c'est un mec qui est malheureux dans sa life, tu vois. T'as encore des contacts pas du tout. Par intermédiaire d'autres. T'as encore des contacts à Londres ? On se texte de temps en temps avec les anciens, ouais. Et des envies d'étrangers ? C'est-à-dire ? De projets à l'étranger ? On va attendre un peu, là.
Non, là, j'ai un peu de quoi m'occuper là en ce moment. Mais non, j'aurais. Tu sais, j'adore Londres. Enfin, j'adore cette ville. Je trouve qu'elle est assez incroyable. Il y a une énergie de dingue. Je trouve qu'il y a, pour le coup, il y a un truc, un bouillonnement génial qui se fait là-bas. En plus, moi, j'ai mon mec qui habite là-bas, donc tu vois, j'aime bien faire des allers-retours et puis prendre la température, aller manger là-bas. Je trouve que t'as des trucs hyper inspirants, hyper intéressants. Et à un moment, je m'étais dit faire un truc là-bas, mais encore une fois, là, tu remets à zéro tes connaissances en entrepreneuriat, quoi, parce que c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes fonctionnements, même avec ton staff, la façon dont tu manages, les attentes de la clientèle sont pas les mêmes. Enfin, tu vois, tu te réadaptes totalement. Faut tout reprendre à zéro, quoi. Et on n'est pas loin, hein. Tu vois, il y a 2h30 de train. Ouais, mais c'est deux univers. C'est une vraie autre culture. Ouais. C'est une vraie autre culture. Bien, on va se laisser. Je te remercie infiniment. Je suis très, très fière de t'avoir eu à ce micro. Vraiment. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.